comment les sciences de la conception renouvellent les sciences de gestion? Armand Hatchuel, bonjour. Bonjour. Armand, donc professeur à Mines ParisTech, membre de l'Académie des technologies et figure de la recherche francophone en gestion et en particulier en sciences de la conception. Vous aviez publié il y a 10 ans, déjà 10 ans, les processus d'innovation avec Pascal Lemasson et Benoît Veil, édition Hermès Lavoisier. Voilà, je vous reçois pour faire le point sur cette question. Comment les sciences de la conception, plus que renouvellent, ont renouvelé les sciences de gestion et vont continuer à le faire. Merci de votre invitation. Et effectivement, il y a 10 ans que paraissait cet ouvrage. Et peut-être, pour l'expliquer, quelques éléments de contexte. Il est pratiquement évident pour énormément de chercheurs, pas seulement pour moi, à la fin des années 90, on va dire, que les grandes catégories, les grandes manières dont nous voyons la gestion des entreprises et la manière dont on les enseigne commencent à avoir des limites. Alors, ça ne veut pas dire que c'était inutile, mais ça veut simplement dire que il faut se demander si c'est encore approprié, adapté au monde qui est devant nous. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce monde qui est devant nous? Ce ne sont pas des caractéristiques tout à fait nouvelles, parce qu'à la fin du XIXe siècle, déjà, on avait vu un bouleversement des techniques, des produits, des organisations. Mais on se trouvait désormais avec ce que tout le monde connaît, des transformations technologiques génériques, c'est-à-dire qui touchent tout le monde, et surtout qui réorganisent les pratiques, qui réorganisent les façons d'être ensemble. Pensez que le téléphone mobile, ça a un effet, ça change la notion de rendez-vous. Oui. Bon. Donc au fond, on pourrait dire une des grandes catégories gestionnaires de la vie courante, c'était comment on prend rendez-vous. Absolument. Et tout d'un coup, vous avez une technologie qui va bouleverser la définition même de ce qu'est le rendez-vous. Alors, devant ce contexte-là, eh bien, il fallait se demander comment renouveler les cadres dont on disposait. Alors, un des points de départ qui nous a été le plus utile, c'est de dire, mais ce mouvement, tous ces mouvements, ils ne viennent pas de nulle part. Ils viennent d'activités qui sont des activités historiques, comme la création de techniques, la conception de nouveaux produits. Et c'est à partir de l'étude de ces activités-là, alors, qui sont les grands départements d'ingénierie, les grands départements de création de produits dans les entreprises sont plutôt orientées vers les produits communs, quoi, si vous voulez, chez les grands producteurs de produits quotidiens. Mais on pouvait aussi aller regarder dans l'aéronautique, on pouvait aussi aller regarder dans la conception d'ordinateurs. Donc l'hypothèse de départ a été de dire, ces grandes transformations, nécessairement, elles prennent appui sur les activités de conception, mais ces activités de conception avaient été représentées historiquement dans la firme industrielle comme étant des activités relativement réglées. Donc au fond, dans un grand département d'études automobiles, on a beau créer de nouvelles automobiles, c'est quand même des automobiles. Et donc le département, on va avoir un département, ne serait-ce que la division du travail à l'intérieur de ce département-là, on va avoir un département moteur, département carrosserie, on va voir. Cette division-là du travail, les instruments qu'on va utiliser pour gérer le projet, tous ces instruments-là existaient, mais est-ce qu'ils étaient adaptés au rythme, à l'ampleur de la transformation telle qu'on la voyait? Quand on est dans des situations de ce type-là, il y a toujours deux voies de recherche qu'il faut adopter. La première en laquelle on ne pense pas, c'est l'histoire. On a été se demander si ce qu'on observait n'avait pas déjà eu lieu. On a été analyser si, au fond, tous les départements d'études ressemblaient au département d'études automobiles ou au département d'études qu'on a dans l'aéronautique. Et on commence à s'apercevoir qu'à la fin du XIXe siècle, il y avait des firmes qui avaient renouvelé la manière de concevoir. Alors la plus connue d'entre elles, enfin je dis qu'elle est connue aujourd'hui, mais elle était totalement ignorée des livres de gestion. C'était Edison. Edison était vu comme un inventeur, donc il n'y avait pas de quoi se préoccuper. Les sciences de gestion n'étaient pas des sciences de l'invention.
Quelle erreur! Et surtout, on ne s'était pas aperçu, manque de données historiques, qu'en fait, Edison avait inventé une forme d'organisation, le fameux laboratoire, le laboratoire d'Edison, qui était adapté à développer des activités de conception, mais dans un régime qu'on a appelé, non pas réglé, c'est-à-dire où en gros, les identités des objets sont stables, les fonctions des objets sont stables, ou relativement stables. Elles étaient adaptées à ce qu'on a appelé la rupture d'identité des objets. Alors, pour donner un exemple, imaginez que lorsqu'Edison commençait à travailler sur le nouveau phonographe, pour nous, on dit c'est un phonographe, on voit ce que c'est, on voit tous les usages qui sont venus après, mais lui, il n'en voit pas des usages. Au début, il se demande s'il ne va pas aider une secrétaire à prendre en sténo. Et ça ne marche pas beaucoup. Et notamment, il va inventer, ça ne le sait pas assez, il va inventer le peep show. C'est-à-dire il va inventer des poupées qu'on met dans des bornes publiques, qui ont mémorisé dans le célèbre tube, qui ont mémorisé une chanson, et vous mettez 5 centimes, et vous avez cette chanson. Autrement dit, il y avait des formes d'organisation de la conception qui étaient moins dépendantes de la stabilité des objets. Et ça, évidemment, on s'est dit, mais donc l'ensemble du monde industriel va être confronté à la fois à l'innovation de type classique, donc on appelle nous réglé, où on innove, mais on innove en gros sur ce verre, je peux toujours améliorer la forme, la couleur, etc. Mais une autre chose est de se demander si je peux me passer de ce verre, ou si au contraire je peux aller inventer des régimes de boissons totalement différents. Donc ce diagnostic, on l'a fait à la fin, je dirais à la fin des années 90, en allant étudier ces activités de conception, en les comprenant et en commençant à détecter leurs crises. Alors oui, mais une fois que vous avez détecté des crises, il faut avancer un petit peu. Or, en gestion, pour gérer, il faut une rationalité. Qu'est-ce que c'est qu'une rationalité? C'est-à-dire, il faut un modèle de référence qui vous permet de rendre l'action intelligible, compréhensible, et surtout compréhensible par autrui. Or, ces régimes de conception particulièrement innovants créent des dissensus. Ils sont extrêmement difficiles à vivre collectivement. Si je vous dis, tiens, j'ai l'idée d'un bateau qui vole, vous allez me dire, oh, j'y crois pas. Et donc vous allez tout de suite adopter une espèce de régime de la croyance. Or moi, ce que j'attends de vous, c'est plutôt un régime de la contribution. Vous pourrez peut-être ne pas y croire, mais si ça se trouve, vous détenez des connaissances. Vous pourrez me dire, si tu y crois, pourquoi pas? Mais alors si tu y crois et si tu veux y aller, alors moi, ce que je peux te dire, c'est que je connais un type de motorisation ou je connais un type de bateau qui pourrait aller dans ton sens. Alors peut-être, tu es peut-être dans l'utopie, mais on ne sait jamais, l'utopie. Et vous voyez que même si je n'y crois pas fermement, je peux contribuer à un projet. Donc il nous fallait penser des rationalités de l'action collective, dans laquelle chacun à la fois s'engage, peut contribuer, mais tout en n'étant pas le maître de la destination. Tout en acceptant que la destination se construit, comme dit la célèbre phrase, en chemin. Mais ce que je viens de vous dire, ça explique une rationalité. C'est totalement rationnel. Qu'est-ce qui est rationnel dans ce que je viens de vous dire? C'est tout simplement, je suis en train de théoriser l'action dans l'inconnu, et non pas dans l'incertain. Alors, une petite distinction. L'incertain qu'on trouve dans toutes les sciences sociales. L'incertain, en gros, c'est... on sait ce que c'est que pleuvoir, mais pleuvra-t-il demain? Ces jours-ci, il pleut beaucoup, mais pleuvra-t-il demain ou pas demain? C'est incertain. Mais il n'y a pas de débat sur ce que c'est que pleuvoir. Mais si je vous dis quelle va être la nouvelle génération post-smartphone, vous pouvez toujours me dire que c'est incertain, mais ça n'a rien à voir avec la pluie. Bien sûr. En fait, vous ne savez pas. Vous êtes dans l'inconnu, c'est-à-dire vous ne savez pas quelle forme prendront ces produits. Alors, cette distinction incertain-inconnu est très importante, cette fois, pour voir le passage théorique. Parce qu'en gros, les sciences de gestion étaient dépendantes, elles utilisaient le cadre analytique de la théorie de la décision dans l'incertain. Et le cadre analytique de la théorie de la décision dans l'incertain, c'est il y a des événements, vous les comprenez, vous savez ce que c'est, il n'y a pas de débat sur l'événement, mais il est là ou il n'est pas là. Ou il a une probabilité d'être là ou pas d'être là. Est-ce qu'un client va vous acheter ou pas vous acheter? C'est le débat de l'incertain, mais quelle est la nature du client que je devrais rencontrer? Ça, ce n'est pas de l'incertain, c'est de l'inconnu.
Donc en partant de l'hypothèse que les activités de conception étaient les activités où on était confronté à l'inconnu, nous avons cherché à construire une rationalité du comportement dans l'inconnu, comme il y a une rationalité du comportement dans l'incertain. C'est ça qui a été la percée, la découverte, et qui a donné la théorie de la conception, la théorie dite CK, Concept Knowledge pour l'anglais, qui veut dire concept connaissance, dans lesquelles, en fait, la rationalité dans l'inconnu est toujours une rationalité double. D'un côté, vous avez la construction de l'utopie, c'est-à-dire de l'objet, ce bébé inconnu que vous faites naître, c'est l'espace des concepts, et de l'autre, vous le faites naître grâce à quoi? Grâce à des compétences, grâce à des environnements, grâce à des ressources, mais en fait, il y a un lien interactif entre la façon dont le bébé se développe et dans la façon dont les ressources sont agrégées. Et c'est ce lien interactif qui donne, si vous voulez, qui donne la rationalité de l'ensemble. Alors, quand on le dit, et qu'on n'a jamais de sa vie, s'est jamais confronté à ce problème, je dis très souvent dans pas mal de mes conférences, essayez de travailler sur une brosse à dents antidépressive, et vous allez voir l'épreuve que vous allez avoir, et surtout, j'insiste, en collectif. Donc, le rôle des sciences de gestion, c'est quoi? Le rôle des sciences de gestion, c'est de rendre l'action collective source de progrès, source d'émancipation, source de renouvellement. C'est ça le rôle c'est en ce sens qu'elles sont à la fois très anciennes, très anciennes, hein, qu'on remonte à l'Antiquité, et qu'elles sont toujours nouvelles. C'est-à-dire que ce programme fondamental, il faut sans arrêt le nourrir en apportant des rationalités nouvelles. Lorsqu'on découvre, par exemple en psychologie, un certain type de relations très dangereuses, c'est-à-dire qui vont faire du mal à notre psychisme, les sciences des gestions vont se nourrir de ce modèle pour se demander, mais alors comment avoir des relations relativement équilibrantes? À partir du moment où les sciences de gestion reconnaissaient la question de l'action collective dans l'inconnu, et qu'on pouvait identifier un espace de modélisation, de formalisation, eh bien, il fallait le faire, et c'est ce que nous avons fait. Dans notre laboratoire, c'est ça que nous avons fait. C'est absolument limpide. Deux questions, Armand Hatchuel. La première, un exemple d'impact, peut-être, concret, et la deuxième, la question du droit. Parce que ça pose quand même de sacrées questions, au regard de la question du droit, non? De cette théorie de la conception innovante. Tout à fait. Alors, la réception, je dois dire que je suis un chercheur en gestion, de ce point de vue-là, plus que satisfait. Très souvent, je dois le reconnaître, dans les débats internationaux que nous avons dans la discipline, beaucoup de nos collègues ont le sentiment que leurs recherches n'ont pas d'impact. Je n'ai pas été atteint de cette maladie-là, c'est peut-être même le contraire. Et peut-être est-ce dû à ce que nous nous sommes toujours efforcés d'expliquer l'énigme et d'expliquer pourquoi il y avait une énigme. Dès le début, la théorie de la conception a été développée entre 1996, on va dire 2001. Mais dès le début, les entreprises nous ont soutenus. Alors je peux les nommer, les grandes entreprises. Renault nous a soutenus massivement. Mais au fond, parce que Renault voyait bien tout l'intérêt. Il voyait bien que les véhicules, souvent les véhicules les plus intéressants qui étaient produits, avaient été produits presque à côté. Rappelez-vous que Scénic, par exemple, qui était un véhicule qui a changé la vie de Renault, n'était pas le cœur de cible au départ. C'est un véhicule qui a été développé par un certain nombre de concepteurs tout à fait originaux. Pensez à Twingo, pensez à Twizy. Donc le régime de conception innovante était déjà là, et il fallait simplement être cohérent avec ce régime, le soutenir, le supporter. Donc, je dirais qu'on a été soutenu très tôt par beaucoup de grandes entreprises, la RATP, Renault, je vais citer les plus importantes, Thales, aujourd'hui c'est Airbus qui nous soutient, mais aussi nous avons jusqu'à 11 partenaires qui nous ont soutenus. Mais toujours pourquoi? Voilà l'énigme. Acceptez-vous que le monde tel qu'il est aujourd'hui est un monde dans lequel on agit dans l'inconnu? Si on agit dans l'inconnu, alors il faut que les procédures de gestion soient cohérentes avec cela. Comme elles sont cohérentes avec le risque, ou comme elles sont cohérentes avec la nécessité d'être efficace, là, il faut qu'elles soient cohérentes avec le régime d'inconnu. Et il ne faut pas que le régime d'inconnu provoque ni des dissensions majeures, ni provoque des irrationalités. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une irrationalité?
si vous voulez, dans le régime d'inconnu, vous n'agissez pas par rapport à un but, puisque précisément le but est inconnu. Vous agissez à partir d'un concept qu'on appelle projecteur, c'est-à-dire une espèce de matrice initiale. C'est cette matrice initiale que vous développez. Comme un jardinier, il ne sait pas la fleur exacte qu'il va obtenir, il va planter. Donc on a besoin de réorganiser les activités de recherche, les activités de technologie, les activités d'innovation, comme des activités en termes de nidification. Alors nesting, c'est plus rapide en anglais, ce sont des activités d'accueil et qui s'organisent pour développer, exactement comme Edison avait inventé une forme de laboratoire dans lequel s'implanter. Voilà. Donc, je dirais, aujourd'hui, la théorie CK et surtout les méthodes qui sont découlées, notamment KCP, qui est la plus connue, qui est une méthode, en fait, d'organisation d'un projet innovant, dans sa partie initiale, tout ça a eu énormément d'impact, énormément, ce qui est très satisfaisant pour mon institution, qui est très satisfaisant, mais qui aussi a eu un impact dans la littérature. Voilà, donc ce point de vue-là, je dirais, peut-être un petit message pour les chercheurs en gestion. Si vous voulez être écouté, il faut d'abord poser l'énigme. Et l'énigme doit être exprimée par rapport au modèle d'action. C'est-à-dire, pourquoi cette chose que j'ai envie de faire, eh bien, les cadres d'action dont je dispose ne correspondent pas bien à cette analyse. Alors, deuxième aspect, les conséquences en droit. Alors, les conséquences en droit sont majeures. Elles sont majeures et elles sont venues après. C'est qu'à partir du moment où le paradigme dominant, vous acceptez que le paradigme dominant d'une entreprise, c'est la création collective, puisque vous voyez bien que, au fond, si vous êtes un ouvrier dans une entreprise standard, je vous conseille de vous demander comment marchent les activités de conception. Pourquoi? Parce que votre job de demain, il dépend des activités de conception, de la manière dont l'entreprise innove, de la manière dont elle est rattachée à la compétition. Donc en fait, en tant qu'ouvrier, ce qui vous intéresse, c'est que les cadres concepteurs soient particulièrement créatifs, travaillent bien, travaillent ensemble, parce que c'est votre job de demain. Et éventuellement aussi, qu'ils viennent de temps en temps vous voir, pour vous demander si vous n'auriez pas des idées qui permettraient d'améliorer l'activité de conception. Mais vous voyez que ça bascule. Le paradigme, c'est plus un paradigme d'exploitant. L'entreprise n'est pas un lieu d'exploitation. Ce n'est pas un lieu qui réunit des facteurs et qui produit à partir de ces facteurs. Cette représentation, il faut réellement ne plus l'enseigner. Il faut l'abandonner. Il faut dire non, l'entreprise est un lieu où on part de ressources et l'invention collective, le travail, redéfinit, reconstruit collectivement, et c'est ça qui fait qu'on a de la valeur pour la société. Absolument. Et si on dit ça, le droit des sociétés n'est plus tout à fait pertinent. Ça veut dire qu'en fait que le gouvernement des entreprises devrait prendre en compte ce phénomène de création collective. Et ça nous a amené évidemment à critiquer le primat, toute la dérive. Parce que pendant que, c'est ça qui est aussi intéressant du point de vue d'histoire intellectuelle, c'est que pendant que se développaient, se renouvelaient les sciences de gestion à partir des paradigmes de la conception et de l'innovation, en même temps, sur le plan de la domination intellectuelle, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une théorie des théories de plus en plus restrictives et mutilées de l'entreprise devenant un simple actif financier qui coordonne les actifs existants sur le marché. Elle n'est donc juste qu'une combinaison transitoire d'actifs mis au service d'un actif financier qui est le titre. Cette représentation-là est totalement erronée. Et en plus, elle va, on le sait aujourd'hui, elle va favoriser toute une série de conséquences qui sont maintenant de nature publique, qui est notamment une évolution du statut du dirigeant. On ne voit plus les dirigeants de la même façon. Je n'évoquerai pas la question des rémunérations, ça c'est sur la place publique. Mais la façon de voir ce qu'est diriger une entreprise, la façon de voir ce qu'est le rôle de l'entreprise par rapport à la société est totalement transformée si vous commencez à vous dire, attention, une entreprise, ce n'est pas juste occuper une position sur un marché. Parce que si elle occupe une position sur un marché, elle ne crée rien, elle utilise des ressources qui sont déjà là, et elle se contente simplement de tirer parti d'un déséquilibre. Un petit déséquilibre. On n'avait pas pensé à faire ça. Ce n'est pas du tout ça l'histoire de l'entreprise. L'histoire de l'entreprise, à partir du milieu du 19e siècle, c'est qu'elle va faire que notre vie va changer. C'est pour ça que les jeunes start-upers aujourd'hui, ils ont quand même une certaine sagesse quand ils disent « je crée une start-up pour changer le monde ».
il retrouve en fait ce qu'a été le grand projet entrepreneurial de la deuxième partie du XIXe siècle. Construire la chimie, construire la métallurgie, construire les grandes industries, c'était des projets de transformation de la société. Ce n'était pas juste créer une affaire et se mettre à son compte. Et je pense que c'est la façon dont le paradigme de la conception, le paradigme de la rationalité dans l'inconnu, le paradigme de la rationalité créative, je crois qu'il était important que nous démontrions que tout ça sont des rationalités. Hein, c'est pas juste du non-sens. Permet de penser une firme adaptée au monde contemporain, qui est un monde. Alors là, il est impardonnable et impitoyable de ne pas dire que c'est l'innovation qui est au cœur aujourd'hui de la gestion. Les processus d'innovation, conception innovante et croissance des entreprises, donc un ouvrage de Pascal Lemasson-Benoît-Weil et Armand Hatchuel. Armand, merci de votre venue. Merci.